Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission des Rencontres du Chef. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Thierry Bamas. Bonjour Philippe. Bonjour Thierry. Donc Thierry Bamas, meilleur ouvrier de France, pâtissier en 2011. Oui, Champion du monde des desserts glacés en 2010. tout à fait. Et tu es donc pâtissier, un pâtissier reconnu au Pays Basque, Oui, où tu as ta pâtisserie à Anglet. à Anglet, tout à fait. Très bien. Donc nous allons faire un dessert aujourd'hui qui sera... Ben, le Paris-Brest, Alors c'est un grand classique, mais on va un petit peu le revisiter. voilà, on va le revisiter, on va y apporter un petit côté un peu ludique, assez intéressant et surprenant. D'accord. Donc on va commencer par la pâte à choux. D'abord la pâte à choux, effectivement. Alors la pâte à choux, Donc il nous faut des œufs, oui, de la farine, du lait et du beurre. et du sel, bien entendu. Du sel, puisque voilà, pincée de sel et on a- dans le lait. Voilà. Voilà, on a déjà mis tout ça dans la casserole et on va donc le faire chauffer. Voilà, donc on va faire bouillir le lait. Alors il y a de l'eau aussi, il y a du sel, du beurre, comme on l'a dit. On va le faire bouillir ensemble. C'est très important que tous les ingrédients chauffent ensemble et bouent en même temps. Il ne faut pas faire bouillir l'eau ou le lait sans que le beurre soit fondu, de manière à ne pas évaporer le liquide avant même que tous les ingrédients soient à la bonne température. Généralement, la pâte à choux, c'est de l'eau et là, tu as mis moitié eau, moitié lait. Oui, alors en fait pourquoi? Pour amener des protéines supplémentaires, pour avoir une pâte à choux beaucoup plus, on va dire, gourmande, beaucoup plus fondante. D'accord, Voilà. très bien. Ensuite, on a ici la farine que l'on va tamiser. Voilà. Et les œufs, ce sont des œufs entiers qu'on a battus. Alors, les œufs entiers et mixés. Très important de toujours mixer les œufs. Pourquoi? Parce que dans les œufs, on a le germe et une partie blanche qu'on appelle le chalaz, en fait. Et si on ne veut pas retrouver cette partie dans notre pâte à choux, il est très important de la mixer pour qu'elle soit bien désintégrée et que ça ne fasse pas de grains à l'intérieur de la pâte à choux. D'accord. Voilà. Alors la farine, elle, c'est une farine, on va dire, de type 55, farine faible, pas la peine d'aller chercher des farines trop, on va dire, riches en gluten, comme les farines de force type 45, qui pourraient corser la pâte à choux et la retenir au moment du développement au four. D'accord. C'est une question qui revient souvent, ça. Quel type de farine utiliser? Oui, Donc ici, 55, tu dis. tout à fait. Donc là, je verse le liquide, tu vas remuer. Alors vous avez remarqué que je ne verse pas le liquide dans la casserole, je verse le liquide dans le saladier. Pourquoi? Quand je verse la farine dans la casserole est chaude et je cuis en fait le gluten et j'obtiens des petits grains qui ne partiront plus. Là, en faisant l'inverse, je ne vais pas cuire le gluten et ça va me permettre de mélanger correctement ma farine et mon liquide sans que je sois préoccupé par la chaleur de ma casserole. Voilà. Alors pourquoi tamiser la farine là aussi? C'est important parce que si on ne tamise pas la farine, on va avoir des grumeaux. Et ces grumeaux-là, encore une fois de plus, on va les retrouver jusqu'à la fin de notre réalisation de pâte. Ils ne partiront plus. D'accord. Voilà, donc là on remet le tout dans la casserole et on va faire ce qu'on appelle dessécher, c'est-à-dire évaporer une partie du liquide contenu dans cette pâte. On va baisser quand même un petit peu la température de l'induction parce que, étant donné qu'il y a de la farine et qu'il y a de l'amidon, ça va avoir tendance un petit peu à cuire sur le fond de la casserole et À accrocher. à accrocher. Donc comment vois-tu si la pâte est assez desséchée? Alors déjà, elle doit faire une boule régulière et elle ne doit plus trop coller à la spatule comme on voit ici encore. D'accord. Voilà, donc là on va reprendre notre saladier. Donc on voit que la pâte fait une boule, d'accord, comme ceci. Voilà. Et là, je vais pouvoir la mettre maintenant dans le saladier et rajouter les œufs petit à petit. Bon, généralement, on parle d'un nombre d'œufs. Là, on a mélangé les œufs au préalable, donc on va les rajouter progressivement Voilà. pour simuler le rajout des œufs un par un. Voilà, mais je vais te laisser mélanger pendant que je verse les œufs. Voilà, donc on verse en petites parties.
Voilà, on incorpore bien à chaque fois les œufs de manière à ce que la pâte soit correctement liée par l'œuf. Surtout allez-y progressivement avec les œufs parce que si effectivement vous avez à un moment donné peut-être pas assez desséché, si vous mettez trop de liquide, on ne peut plus rattraper la pâte à choux, c'est terminé. Hein. Par contre l'inverse, si elle est trop dure, on peut en rajoutant du lait. C'est comme le sel, hein. Voilà. Quand on en met trop dans les plats, c'est trop tard. Exactement. Voilà. Et là ce mélange on pourrait le faire également au batteur si on voulait. Mais l'avantage qu'il y a de le faire mettons un batteur, c'est qu'on va pouvoir mélanger beaucoup plus énergiquement et donc avoir ce qu'on appelle une petite émulsion qui n'est pas négligeable dans pour ce genre de produit, que là on ne peut pas trop forcément avoir. Donc là on va rajouter un peu de lait. D'accord. Voilà. Donc tu estimes que elle est trop épaisse. Là, tu vois, pour moi elle est trop épaisse, elle se déchire un petit peu lorsque je la prends comme ceci. Voilà. Donc tu rajoutes du lait froid, tout simplement. Du lait froid. Voilà. Et je termine le mélange après au fouet pour bien lisser. Merci. Comme ceci. Je vais rajouter encore un petit peu de lait. Pour moi, elle est encore trop épaisse. D'accord, donc c'est vraiment au feeling, hein. Il faut vraiment. Ah oui, là c'est vraiment la texture là. D'où l'intérêt des fois, quand on a des petites quantités comme ça, de le faire vraiment dans un grand saladier comme on le fait ici, parce que ça permet de vraiment bien mélanger. Voilà. Ok, donc là, en fait, on a une pâte à choux lisse, brillante, et qui va pouvoir se pocher facilement. Mais vous avez vu quand même qu'il a fallu rajouter un petit peu de lait pour pouvoir, voilà, avoir cette texture. Bien sûr. Très bien. Ensuite, nous allons donc dresser. Alors le dressage, voilà. Donc ce qui est important à savoir, c'est qu'à partir du moment où cette pâte à choux va recevoir dessus un craquelin, c'est-à-dire donc le croustillant que l'on va avoir par la suite, cette pâte à choux va gonfler beaucoup plus. Donc si on a un dressing chou gros, eh bien, il faut savoir qu'il va encore être beaucoup plus gros que si on ne mettait pas le craquelin. D'accord. Donc il faut surtout tenir compte du fait qu'à partir du moment où on met un craquelin, il faut dresser la pâte à choux un peu plus petit. Donc moi ce que je fais toujours, c'est que je prends le diamètre de ma pâte à choux va être le diamètre de mon croustillant. Donc ce diamètre-là est suffisant pour faire nos Paris-Brest. Si on fait plus gros, on va avoir des choux qui vont être beaucoup plus gros. D'accord. Comme je le disais, des choux de cette grosseur. La douille, c'est une douille numéro 10. Alors là, vous allez me dire, on n'est pas sur le diamètre, mais il faut savoir qu'après, on va appuyer avec le croustillant. Et on obtiendra le diamètre. Donc attention à ne pas faire quelque chose de trop gros dès le départ. Bon, je fais une petite parenthèse sur la douille qu'on utilise. Parce que souvent j'ai la question, quelle douille utiliser par rapport à ce que je veux faire. Vous voyez là on fait des choux quand même assez conséquents qui vont faire 4 cm et demi de diamètre par rapport à l'emporte-pièce qu'on a là. Et malgré tout on utilise une douille unie de 1 cm. Donc c'est vraiment la façon dont le chou est poché qui va définir la taille du chou final, quoi. Alors il y a ça, il y a déjà la hauteur de la douille, et puis effectivement la manière dont vous allez presser, vous voyez. Le fait de rester à la bonne hauteur, de ne pas bouger, peut permettre à partir de cette douille-là de réaliser le diamètre que l'on veut. On n'est pas obligé d'avoir une très grosse douille pour faire un gros chou. Tu pourrais faire des choux beaucoup plus petits ou plus gros. Voilà. Le désavantage d'une grosse douille, c'est qu'on aurait quelque chose de plat et de large. Là, on arrive à avoir quand même une certaine épaisseur. Et l'épaisseur est importante pour avoir quelque chose d'assez bombé, d'assez élégant. D'accord. Donc ça va être pour les gros. Et ensuite, on va réaliser un tout petit chou. Pourquoi? Ben, ça va être la particularité un petit peu de ce Paris-Brest. Visiter. Hein. Voilà, c'est qu'on va incorporer dans ce chou un petit chou garni de praliné pur.
D'accord. Et c'est tout l'intérêt de ce chou et de ce Paris-Brest, c'est que lorsqu'on coupera, on aura à l'intérieur un chou garni de praliné qui va couler. Donc chou plus petit. Et dans ce qu'on vient de dire, on utilise la même douille toujours pour pareil. faire Voilà. les deux tailles de chou. Regardez le geste que Thierry fait pour couper la pâte lorsque le chou est formé. Le petit geste sec. Voilà, toujours un geste rapide, de manière à ce que ça coupe net. C'est un geste qui s'obtient avec l'habitude, un petit peu d'entraînement, et vous l'aurez vous aussi. Voilà, ce qu'il faut, c'est y aller toujours franchement. C'est-à-dire quand vous appuyez franchement et vous ne résistez pas. C'est-à-dire que vous appuyez régulièrement et franchement et vous faites une coupe nette. Ne jamais remonter avec la poche et la douille de manière à ne pas faire ce qu'on appelle des petits serpentins qui malheureusement vont donner un aspect du chou qui ne serait pas régulier. Voilà. Une pâte à choux comme ça qui est dressée, elle peut attendre combien de temps avant d'être cuite? Alors, on peut attendre à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, il n'y a pas de souci. Mais généralement, quand on fait la pâte à choux, c'est qu'on va l'enfourner. Il faudrait la cuire de Voilà. suite. Alors, par contre, il y a autre chose qui est intéressant à faire avec la pâte à choux, c'est de la congeler crue. Vous avez le croustillant d'un côté congelé, la pâte à choux qui est congelée, vous la mettez dans un sac plastique et quand vous voulez faire des choux, vous mettez votre chou sur la plaque, vous le laissez revenir à température, vous positionnez le croustillant et on enfourne. Et elle va pousser. Et elle va pousser pareil. D'accord, Voilà. c'est bon à savoir. Voilà. Mais bon, encore une fois de plus, il ne faut pas la garder un an. Hein. Oui, oui, bien Un sûr. mois, 2 mois, ça va bien. Alors ne faites pas non plus des quantités astronomiques de choux, mais ça fonctionne et ça fonctionne même très bien. Il faut la laisser dégeler avant de la mettre en cuisson. Hein. Voilà, on la laisse dégeler, on pose le croustillant et on enfourne. Très bien. Voilà. Donc pour ce craquelin, nous avons besoin de beurre, de farine et de sucre. Voilà. Alors, il y a des recettes qui utilisent du sucre roux et Oui. d'autres du sucre semoule. Hein. Voilà. Voilà, c'est ce qu'on a choisi. On a sur le sucre semoule, donc c'est tout simple, on va tout mettre dans la cuve. On va mélanger, on va obtenir une pâte. Et cette pâte, on va l'étaler entre 2 feuilles. Alors là, on a choisi On fait guitare, des guitares, mais ça aurait pu être des feuilles de papier. papier Et on- sulfurisé ou. Voilà. D'accord. Très bien. Donc on va l'écraser assez finement, mais pas trop fin non plus, de manière à ce qu'on ait dessus cette croûte D'accord. qui va se faire sur le chou. Voilà, le but c'est aussi de ne pas émulsionner la pâte, parce que si on la monte trop, si on l'émulsionne trop au batteur, le risque que l'on va avoir, c'est d'incorporer de l'air. D'accord. Et ensuite, cet air va avoir tendance à vouloir s'échapper et à créer du côté mousseux, ce qui n'est pas bon pour le craquelin. C'est important de faire le mélange de manière homogène, sans trop le travailler. Lorsqu'on a tous les ingrédients mélangés ensemble, on arrête. Alors là, on va arrêter. Voilà. On va arrêter. Et on va terminer à la main. Alors bien entendu, on a utilisé un batteur, mais c'est tout à fait réalisable à la main. Hein. Oui. Voilà, on va juste avec la main, comme ceci, amalgamer les ingrédients entre eux. Voilà. Voilà. Donc cette pâte, on va la mettre ici sur notre plastique, comme ceci, et avec le rouleau, on va étaler uniformément. Alors comme je disais, pas trop épais. Alors, généralement, on est à peu près à 2 mm, 2 mm 5. Bon, ça a l'air très précis comme ça, mais vous n'êtes pas, on n'est pas, voilà. On ne vous demande pas d'être très précis, mais surtout, sachez que si c'est trop épais, ça va vous écraser la pâte à choux, et donc forcément éviter qu'elle gonfle. Si c'est trop fin, vous n'aurez pas l'effet croustillant. D'accord. Voilà, c'est tout. Alors quel est l'intérêt de mettre un craquelin? C'est simple. Le craquelin, lui, va uniformiser le chou. Ça va le rendre plus léger, parce que vous aurez une plus grosse cavité, donc vous pourrez garnir beaucoup mieux. Et 2, ça va lisser la pâte à choux en surface. Souvent, on sait que le problème d'une pâte à choux, c'est qu'elle éclate de tous les côtés, Oui. et puis on a un chou qui perce de sa régularité. Là, le craquelin, lui, va uniformiser, va en plus permettre au chou de bien gonfler, d'avoir une cavité à l'intérieur beaucoup plus importante, et donc de la garnir avec plus de crème. Donc pour ça, le craquelin est top. Alors on pourrait très bien le colorer, ce craquelin, pour avoir des choux d'autres couleurs, si on veut s'amuser.
Il y a plein de possibilités. Aujourd'hui, on en vend même un salé d'ailleurs de ces craquelins, pour dire à quel point ça a pris de l'importance. Mais c'est vrai que c'est une solution magique, on va dire, pour tous ceux qui avaient peur d'avoir des choux irréguliers. Aujourd'hui, avec cette technique-là, normalement, vous avez de jolis choux et avec un intérieur vide qui vous permet de bien garnir les choux. D'accord. Et le côté esthétique aussi. Et bien sûr, le côté esthétique. Voilà. Alors là, une fois que tu auras étalé, on va mettre la feuille au frigo. Voilà. De façon à ce que ça se rigidifie. On peut même le mettre au congélateur, des fois, on voit ça. Si on a la possibilité de le mettre au congélateur, c'est même encore mieux, ça va plus vite. Hein. Parce qu'après, il faut se dire que ça dégèle très vite. Lorsqu'on va le manipuler pour le mettre sur les choux, ça va dégéler très vite. Donc c'est ce que je disais, c'est que l'intérêt aussi de cette pâte-là, c'est que vous allez faire des disques. Toutes les chutes, vous les remélangez, vous réétalez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de perte sur ce genre de produit-là. Voilà. Et on peut la congeler en disque comme ceci, et au moment de l'utilisation, poser les disques sur la pâte à choux, c'est déjà prêt. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose de très intéressant à utiliser et qui va vous permettre vraiment d'avoir de très jolis choux. Voilà, donc ça, on va le mettre au froid. Et après, hop, on se retrouve juste après pour terminer et cuire les choux. Exactement. Et donc là, on détaillera des disques qui seront au même diamètre que la pâte à choux pour que ça recouvre bien le chou. Donc notre craquelin est bien rigidifié par le froid. Oui, donc tu vois bien Philippe, là, ça nous a permis de bien détailler, quoi, hein. Donc en porte-pièce, dimension à peu près similaire de notre chou. On détaille les craquelins. Alors on est sur du 5 cm. Voilà. On va les détailler et retourner la feuille sur la plaque, comme ceci. Voilà. Et on va poser le craquelin sur le chou comme ceci, sans trop appuyer, pour avoir quelque chose qui soit bien rond. D'accord. Donc à la cuisson, le craquelin va épouser le chou. Voilà. Devenir craquant, donc faire des petites... on va faire une petite croûte à surface, irrégulier, voilà. Oui. Et comme on l'a dit, ça va maintenir le chou bien en forme. Exactement. Donc ça, on va le cuire à four ventilé. Oui. Donc de préférence à mi-hauteur. Et à quelle température? Alors 170 degrés. On va d'abord cuire ça à peu près 30 minutes. À partir de là, on va entrouvrir le four pour laisser s'échapper un petit peu la vapeur. Alors, sauf si on a une fonction évacuation de la vapeur, comme on a nous dans les fours professionnels, sinon vous entrouvrez légèrement le four. Vous ne le faites que lorsque le chou a vraiment eu la totalité de son développement et qui commence à colorer. Là, on n'a pas de risque de voir la pâte à choux retomber. Si on fait ça un peu trop tôt, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, la vapeur qui est à l'intérieur du chou va s'évaporer du chou, et le chou va retomber. Alors, une fois que le chou est retombé, malheureusement, on ne peut plus le rattraper. Mais donc, c'est très important aussi d'ouvrir le four à peu près 30 minutes de cuisson pour évaporer et pour faire sécher le chou. Parce que si on ne fait pas cette étape-là, qu'est-ce qui se passe? La chaleur reste confinée dans la chambre du four, et donc le chou reste humide. On a un chou qui est bien rond, bien bombé, et puis hop, qui va s'affaisser. D'accord. Il faut quand même que l'on ait quelque chose d'assez rigide pour pouvoir ensuite le couper et le garnir. Voilà. Donc on ne va pas mettre le croustillant sur tous. Donc étape suivante, la crème pâtissière. Oui, alors crème pâtissière, donc du lait entier, donc de la fécule ou de la poudre à crème, c'est-à-dire ce qu'on appelle poudre à crème, c'est généralement de la fécule avec de la vanille et c'est tout, hein, tout simplement ça, un petit peu de colorant à l'intérieur, voilà. Bon, mais la fécule de maïs fait aussi l'effet, il n'y a pas de problème. Donc mélanger avec le sucre, semoule, voilà, les jaunes d'œufs et le beurre. Donc on va faire bouillir le lait. Voilà, merci. Les jaunes, que l'on va mélanger avec le sucre et la poudre à crème. Alors pourquoi j'ai déjà mélangé les deux? Parce que ça permet d'éviter d'avoir des grumeaux de poudre à crème à l'intérieur de notre mélange. Donc là on a mélangé les deux, c'est facile à incorporer. Alors en fait il n'y a pas de blanchiment de l'œuf et du sucre. On pourrait le faire aussi, hein. On peut le faire aussi, même avec la poudre à crème on peut le faire, il n'y a pas de problème.
Alors dans cette crème pâtissière, on n'y mettra pas de vanille. Pour la bonne et simple raison qu'à partir du moment où on va la faire au praliné, la vanille n'aurait aucun intérêt dans une crème comme celle-ci. Voilà. Le beurre, lui, en fait, il viendra en fin de cuisson pour enrichir en fait notre crème. D'accord. Donc la crème pâtissière n'est que la base de notre crème qui va rentrer dans le Paris-Brest, puisque la crème que l'on va faire ensuite pour le Paris-Brest, c'est un très grand classique de la pâtisserie française, c'est une crème mousseline. Et la crème mousseline, c'est quoi? C'est de la crème pâtissière mélangée à du beurre. Il y a une proportion de beurre qui est incorporée comme ceci dans la crème pâtissière, qui ensuite sera incorporée dans la crème pâtissière froide pour réaliser l'émulsion. Donc là, la crème pâtissière, c'est vraiment la base de notre crème. Donc là, je verse. Merci. Voilà. Donc là, ça me permet de ramener ce mélange-là à la température tiède, voire un petit peu chaude, pour pas que ça coagule directement dans mon lait. Voilà, on va prendre une marise. Voilà. Donc là, maintenant, je relaisse bouillir. Voilà, là, ça bout. Et je vais verser directement le liquide et remuer rapidement parce que ça va vite coaguler. Voilà. Tu vois, ça épaissit directement. Ouais. Et du coup, je n'ai pas avoir à passer beaucoup de temps sur la casserole pour pouvoir terminer la crème pâtissière. Voilà, donc là maintenant ma crème est prise. La mousse, elle, s'est évaporée, comme tu disais, Philippe. Et là, je vais attendre l'ébullition et bien laisser bouillir ce mélange pour être sûr que tous les ingrédients sont bien pasteurisés, que je n'ai pas de problème par la suite d'hygiène. Voilà. Voilà. Donc là, ma crème pâtissière est terminée, je mets le beurre, comme ceci. Donc il va fondre avec la température de la crème. Hein. Voilà. Et je vais débarrasser cette crème pâtissière dans un cul de poule propre, comme pour toute crème. Hein. N'oubliez pas, ne débarrassez jamais les crèmes dans les culs de poule qui ont déjà servi au mélange, étant donné que là, mes jaunes, mes œufs, mon sucre n'ont pas été cuits. Ça serait souiller la crème et donc forcément nous donner un côté qui ne serait pas propre à la consommation. Voilà, donc ça on va la laisser refroidir. Une fois froide, on pourra l'utiliser pour réaliser notre crème mousseline. Alors si vous êtes pressé, pour que l'on refroidisse vite, plutôt que de la mettre en bloc dans un saladier, on peut la mettre aussi sur une plaque, voilà, couverte en papier film. Comme ça, en l'espace d'une demi-heure, elle sera froide. Exactement. Et on pourra enchaîner sur la recette assez rapidement. Tout à fait. Nous reprenons notre préparation. Oui. Donc la crème a été mise au frigo, elle est bien froide. Voilà. Comme on peut le voir ici, et grâce au papier film, elle n'a pas croûté. Exactement. Donc maintenant, nous allons la parfumer. Voilà, alors déjà on va la mettre dans la cuve du batteur. Oui. Voilà. Alors on va peser, oui, 375 grammes de crème pâtissière. C'est la quantité qui correspondra au beurre que nous avons ici, voilà, qui est de 250 grammes. Donc 375 grammes de crème pâtissière. Ça c'est la pâtisserie, hein, toujours beaucoup de précision. Précis. Voilà. À cette crème, on va rajouter le praliné. Donc, nous avons dans une poche à douille, mais bon, pour doser, c'est mieux. On va la couper un peu plus gros. Voilà, pour que ça sorte un petit peu plus, peut-être. Ouais, ça va aller. Ouais.
Donc là, on a dit combien? 180 grammes. Hein? 180 grammes. C'est bien comme ça pour doser aussi. Oui, parce que ça permet surtout, bon, c'est très, très compliqué à manipuler le praliné, donc ça nous permet de bien le doser. Alors le praliné, c'est un praliné amande de noisette, 50%, donc quand on voit marqué 50%, c'est 50% de sucre, 50% de fruits. Voilà. 179, 180 grammes. Voilà. Voilà. Donc c'est au batteur maintenant. Bien lissé. Voilà, on va corner un peu. Voilà, notre crème est bien lisse. Et là, on va mettre le beurre et on va finir de mélanger. Alors le beurre, ce qui est important, c'est qu'il soit assez mou. Hein, on voit bien, donc pommade. Donc ça, on va le mettre dans un saladier, on va bien le fouetter avant de l'incorporer dedans, pour que justement, il n'y ait pas de grumeaux de beurre par la suite. D'accord. Voilà. Et le fait que le beurre, la crème soit froide et que le beurre soit tempéré, il risque pas de se figer. Ben justement, s'il est bien tempéré, s'il est bien pommade, normalement, la crème devrait s'émulsionner sans grainer. D'accord. Voilà. Très bien. Et là, fond. Voilà. Bien laisser monter le mélange. Et là, on voit que le mélange épaissit, mais il va s'émulsionner aussi. D'accord. Voilà, c'est bon. Voilà, on a une crème qui est bien lisse. Qui sont bons. Ils sont bons le praliné. Très jolie texture. Hein. Voilà, donc ça maintenant on va le mettre dans notre cul de poule. Voilà. Voilà, donc ça on va le réserver pour l'instant. On le garde au frigo ou comme ça à température ambiante? Ouais, pour l'instant on va garder la température ambiante, on va s'occuper maintenant de nos choux. D'accord. C'est-à-dire on va les découper pour préparer la base de notre dessert. Donc voilà le résultat que nous obtenons après cuisson. Voilà. Donc on a bien vu que le chou a cet aspect craquelin en surface qui est dû au craquelin, la cuisson du chou par-dessous. Hein. Donc forcément ça nous donne un aspect de chou différent de ce qu'on pourrait avoir. Voilà, ça c'est le chou traditionnel, c'est bien plat. Là c'est normal que vous ayez une petite cavité parce que c'est le craquelin qui fait cette forme de chou. Donc ça on va le couper en deux. On va garnir ici nos petits choux avec un praliné pur. Oui. Que l'on va insérer au milieu, on va garnir avec notre crème. D'accord. Et on terminera avec le chapeau du croustillant. Alors pour avoir plus de régularité, on va découper le chapeau, puis avec un emporte-pièce, on va redétailler le chapeau pour être sûr que tous les chapeaux soient à la même grosseur. D'accord. D'accord? Très bien. Voilà. Ensuite, on reprend les choux comme ceci et on va, avec l'emporte-pièce, redécouper
Parce qu'ici on a des petites dentelures pour avoir quelque chose de bien net. Avec l'emporte-pièce, on va redécouper. Voilà. Et là, de suite, c'est beaucoup plus vraiment rond. à raser, on Voilà. n'enlève pas grand chose. Hein. D'accord. Ça apporte beaucoup de netteté. C'est des petits détails, mais ça fait la différence. Donc maintenant, pour les petits choux, on va percer le fond. Tout à fait. Alors, on va prendre un petit outil comme celui-ci, là. J'ai un cornet jambon, comment ça Oui, s'appelle c'est ça. On peut Voilà. le faire aussi avec la pointe d'un couteau Aussi, ou un petit ou une douille. Tout à fait. Voilà, donc on va percer dessous et on va garnir nos petits choux de praliné pur. Dans le praliné qu'on utilise, praliné amande noisette, Voilà. de la marque Cacao Barry. Et on l'a simplement mis dans une poche à douille. C'est pas la peine de mettre de douille du tout. Non, non, non. Aucun intérêt. On coupe juste le bout, Voilà. juste de quoi pouvoir farcir le chou comme ceci. Exactement. Alors c'est vrai que c'est justement ce petit chou là qui, une fois coupé, va donner cet aspect un peu coulant et gourmand à ce Paris-Brest, quoi. Voilà, donc la crème. Donc au bout de la poche, j'ai mis une douille cannelée, Cannelé, oui. tu vois, comme ceci, D'accord. pour donner En un grosse petit peu, cannelure, hein. voilà, pour donner un peu le décor cannelé à mon chou. Alors, donc, on va mettre d'abord au départ un petit peu de crème à l'intérieur du chou, du gros du moins. Voilà. On va ensuite positionner le petit chou comme ça au milieu. D'accord. Voilà. Et ensuite, on va venir garnir le chou tout le tour, comme ceci. Et on va réappliquer le couvercle comme ceci. Ça donne une impression d'abondance de crème, mais en fait, Exactement. Tu as le petit chou dedans. Il y aura juste la quantité qu'il faut. Très joli. Voilà. C'est vrai que ça donne un côté très gourmand, quoi. Voilà, on va prendre le codinège ou le sucre à neige, je ne sais pas comment tu appelles ça. codinège. Codinège. Tout à fait. Qui est donc un sucre glace amidonné. Voilà, qui évite de remouiller. Voilà. Qui ne remouille pas, donc qui reste bien sec, même au frais. Voilà. On va venir sucrer le dessus de notre chou, comme ceci. Alors, on va peut-être le faire à part parce que tu as beaucoup de... J'ai un gros trou là. Voilà, de manière à avoir quelque Oui, chose. façon de couvrir que le chapeau. Voilà. Voilà. Et on va présenter ça donc sur notre plateau pour la présentation. Alors il y a deux solutions, soit on le présente individuellement sur assiette et on le déguste tel qu'il est là, soit effectivement on le présente en couronne, comme si on reconstituait le Paris-Brest, D'accord. c'est-à-dire la fameuse roue, et les convives sont servis au moment sur l'assiette. Et chacun aura vraiment sa ration. Exactement, voilà. Et puis ils vont agréablement découvrir ce chou à l'intérieur, que D'accord. l'on ne devine pas, puisqu'on ne le voit pas, C'est la surprise. et que l'on découvre une fois dedans. Voilà. Alors on va chercher un plateau, puis on va finir tout ça. Très bien. Voilà, donc là maintenant on va poser nos choux sur le plateau.
On va essayer de faire un joli rond. On essaie de le toucher si possible. Que les choses se touchent. Voilà. En fait, on reconstitue le Paris-Brest Voilà. traditionnel. Et voilà. Et le tour est joué. Merci beaucoup Thierry Merci à toi. pour ce dessert que tout le monde connaît, mais qui est présenté vraiment d'une façon plus originale. Et j'espère que vous aussi vous aurez eu l'envie de faire ce dessert chez vous. J'espère te retrouver très prochainement dans une prochaine émission. Et je te dis donc à très bientôt. À très bientôt, merci. Merci. Bye.